À travers les rapports, nous abordons des sujets essentiels pour l'avenir des Pays de la Loire. L'aménagement du territoire, l'accompagnement des collectivités, la transition écologique et le développement des énergies renouvelables. Ces rapports ont un point commun. Ils reposent sur la production de connaissances, d'analyses et d'expertises destinées à éclairer l'action publique. Nous soutenons naturellement le partenariat avec les agences d'urbanisme. Leur travail est précieux. Elles observent les évolutions démographiques, les dynamiques foncières, les mobilités, l'occupation des sols et accompagnent les territoires dans leurs projets. De même, le GIEC des Pays de la Loire produit des analyses reconnues sur le climat, l'eau, la santé ou encore les conséquences économiques du dérèglement climatique. La connaissance progresse, c'est une bonne chose, mais une question demeure. Quelle traduction politique donnez-vous à ces travaux ? Le SRADDET a été approuvé en 2022. Depuis, la loi Climat et Résilience a profondément modifié le cadre de l'aménagement du territoire. Les collectivités doivent répondre à de nouvelles exigences en matière de sobriété foncière, d'adaptation climatique et de préservation des ressources. Pourtant, nous ne voyons toujours pas se dessiner de perspectives d'évolution de ce document stratégique régional. Comment la région valorise-t-elle concrètement les travaux qu'elle finance ? Comment les enseignements du bilan du SRADDET, des agences d'urbanisme ou du GIEC régional nourrissent-ils l'évolution de nos politiques publiques ? Cette interrogation est d'autant plus forte qu'elle intervient dans un contexte marqué par les choix budgétaires opérés depuis 2 ans. Derrière les taux d'engagement présentés dans le bilan du CPER, nous observons un mouvement plus profond de retrait régional sur plusieurs politiques d'accompagnement des territoires. Nous l'avons constaté avec la baisse des aides directes aux projets communaux et aux petites communes. Nous l'avons constaté dans la politique de la ville, où la région s'est progressivement retirée. Nous l'observons également dans la prévention des risques naturels, alors même que les inondations de janvier dernier nous rappellent chaque jour l'urgence de l'adaptation climatique, et mon collègue Jean-Louis Belliard y reviendra. Enfin, un sujet nous semble particulièrement absent de la stratégie régionale, le logement. Le Césaire s'est d'ailleurs emparé du sujet et a produit un travail exemplaire. Les agences d'urbanisme documentent depuis des années les évolutions démographiques, les besoins des ménages, les tensions foncières et les conséquences de la sobriété foncière. Partout, le constat est le même. La crise du logement s'aggrave. Pourtant, nous peinons à identifier une véritable ambition régionale sur ce sujet. Nous avons parfois le sentiment que la région finance davantage le diagnostic que les réponses. À quoi sert de mieux connaître les fragilités de nos territoires si les moyens d'agir diminuent ? À quoi sert de documenter les effets du changement climatique si les investissements nécessaires à l'adaptation ne progressent pas au même rythme ? Nous ne contestons pas l'utilité des études, des observatoires ou des diagnostics, bien au contraire. Mais depuis 2 ans, les coupes budgétaires ont trop souvent porté sur les solutions. Or, les habitants attendent davantage qu'une observation des difficultés. Ils attendent des réponses. Ils attendent des investissements pour l'eau, pour l'adaptation climatique, pour la prévention des risques naturels, pour la rénovation énergétique, pour la reconquête des friches, pour les mobilités du quotidien et pour le logement. Ils attendent aussi une région pleinement présente aux côtés des territoires les plus fragiles. Cette même exigence de cohérence se retrouve dans le rapport T101. Nous partageons l'objectif de développer les énergies renouvelables, mais la transition écologique ne peut pas être seulement quantitative, elle doit aussi être qualitative. L'un des rapports évoque à plusieurs reprises une méthanisation vertueuse. Nous partageons cette ambition, mais qu'entend précisément la région par méthanisation vertueuse ? Quels critères permettent d'apprécier les projets soutenus ? Comment la région s'assure-t-elle de l'équilibre entre valorisation des déchets et culture dédiée ? Comment évalue-t-elle les impacts sur les sols, sur la ressource en eau, sur la gestion des digestats ou sur l'acceptabilité locale ? La charte CAP Méta 49 constitue une démarche intéressante. Mais pourquoi ne pas engager une réflexion à l'échelle régionale afin de définir un cadre partagé, transparent et exigeant simple ? Comment faisons-nous en sorte que les connaissances produites débouchent réellement sur des décisions stratégiques ? Comment faisons-nous en sorte que les ambitions affichées se traduisent dans les budgets ? Et comment faisons-nous en sorte que l'ambition écologique s'accompagne de critères clairs, partagés et évaluables ?
Nous continuerons à défendre une région stratège, capable non seulement d'observer les transformations à l'œuvre, mais surtout de donner aux territoires les moyens d'y répondre et de les accompagner. Et pour conclure, je voudrais aborder notre question orale sur les maisons départementales. Depuis 2023, elles n'ont cessé de voir leur mission s'étoffer. Dans votre rapport du 28 mars 2024 intitulé « Pour une ruralité forte », vous les avez consacrées comme maisons des territoires, guichet unique pour les élus locaux et porte d'entrée de la région pour les acteurs socio-économiques. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, pouvez-vous nous présenter un bilan à la fois quantitatif et qualitatif du fonctionnement de ces structures afin que nous puissions apprécier pleinement leur apport pour les territoires? Je vous remercie. Merci, Madame Maillet.